Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud en état de catastrophe nationale, une mesure décrétée par le président Cyril Ramaphosa pour répondre à la crise de l'électricité. Avec cette disposition, des fonds exceptionnels pourront être débloqués. Le bilan de la visite du président érythréen Isaias Afewerki au Kenya. Lors de sa rencontre avec son homologue William Ruto, la question de la suppression des visas entre les deux pays a notamment été abordée. Et puis la 57e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. À la veille de cette célébration, le président Paul Biya a prononcé un discours durant lequel il est revenu sur le plan triennal spécial jeune, un mécanisme qui a déjà permis la création de 11 000 projets. Mais tout d'abord, tension politique au Sénégal. Ce vendredi, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et les partisans d'Ousmane Sonko. Des violences qui se sont déroulées dans le centre-ouest du pays, où les autorités avaient interdit un rassemblement du PASTEF. Les médias rapportent également des scènes de pillage et saccage dans des supermarchés notamment. Des tensions qui ne cessent de croître alors que le pays s'apprête à tenir dans un an l'élection présidentielle. Une élection pour laquelle le maire de Ziguinchor est candidat. Rappelons qu'Ousmane Sonko doit de nouveau comparaître devant la justice le 16 février prochain. En cause des propos tenus à l'encontre du ministre du Tourisme, Mam Bainiang. Une prochaine comparution qui pourrait entraîner de nouvelles tensions dans le pays. L'actualité, c'est aussi le meeting électoral de Peter Obi au Nigeria. Le candidat à la présidentielle s'est adressé à ses partisans ce samedi 11 février à Lagos. L'homme d'affaires soutenu par le Parti travailliste est pressenti comme l'un des favoris de ce scrutin qui se tiendra le 25 février prochain. Au total, 18 candidats convoitent le fauteuil présidentiel. Insécurité, économie, mais aussi chômage sont les principaux enjeux de cette élection. Rappelons que le président sortant, Muhammadu Buhari, ne se représente pas après 2 mandats. Depuis plusieurs mois, l'Afrique du Sud est confrontée à une crise de l'électricité. Les citoyens font face à des délestages pouvant durer jusqu'à 12 heures certains jours. Une situation critique qui a contraint le président Cyril Ramaphosa à décréter le 9 février l'état de catastrophe nationale. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé qu'un ministre de l'électricité serait prochainement nommé. Mildred Diamou. Pour la 3e fois en 3 ans, l'Afrique du Sud est en état de catastrophe nationale. Après la pandémie de Covid-19 et les inondations meurtrières d'avril 2022, le pays est confronté à une crise énergétique sans précédent. L'état de catastrophe a été déclaré par le président Cyril Ramaphosa le 9 février 2023 lors de son discours annuel sur l'état de la nation. Le chef d'État a également annoncé la nomination d'un ministre de l'électricité pour mieux répondre à cette crise. Our country has, for many months, Notre pays a pendant plusieurs mois enduré une pénurie d'électricité débilitante qui a causé d'immenses dommages à notre économie et aux moyens de subsistance de notre peuple. Beaucoup sont incertains et beaucoup sont sans espoir, mais de cela, j'en suis certain. Quelles que soient les difficultés du moment, quelle que soit la crise à laquelle nous sommes confrontés, nous nous lèverons pour les affronter et ensemble, nous les surmonterons. Nous pourrons le faire si nous travaillons ensemble et si nous ne laissons personne de côté. Les Sud-Africains, déjà confrontés à un taux de chômage élevé et à l'augmentation du coût de la vie depuis plusieurs mois, passent entre 6 et 10 heures par jour sans électricité. D'après le ministère sud-africain de l'énergie, les pertes entraînées par les délestages sont estimées à près d'1 milliard de rand par jour, soit environ 50 millions d'euros. Cette mesure d'urgence devrait permettre d'accélérer des projets de fourniture d'énergie et de libérer des ressources supplémentaires pour lutter contre la crise, selon le président Ramaphosa. Without a reliable supply of electricity, our efforts
Sans un approvisionnement fiable en électricité, nos efforts pour développer une économie inclusive qui crée des emplois et réduit la pauvreté ne réussiront pas. Par conséquent, alors que nous décrivons notre agenda de développement pour l'année à venir, notre principale priorité et plus grand défi est de réduire considérablement la gravité des délestages dans les mois à venir et de mettre fin au délestage de façon durable. Load shedding altogether. La persistance de la crise énergétique en Afrique du Sud est attribuée au vieillissement des unités de production d'électricité, ainsi qu'à l'incapacité du principal fournisseur Eskom de satisfaire la demande nationale. La société qui fournit 90% d'électricité dans le pays accumule une dette de 400 milliards de rand. Les délestages qui touchent tous les secteurs du pays anéantissent les efforts du gouvernement pour redresser l'économie. Alors que le taux de chômage frôle les 33%, la Banque centrale sud-africaine a revu ses prévisions de croissance à la baisse à 0,3% en 2023 contre 2,5% en 2022. Retour sur la visite du président érythréen Isaias Afewerki au Kenya. Le chef de l'État a été reçu ce 9 février par son homologue William Ruto. Une visite placée sous le signe du rapprochement diplomatique. Preuve en est, les deux dirigeants ont annoncé après leur entretien plusieurs mesures notables, parmi lesquelles le renforcement de la coopération économique dans le secteur minier notamment, ou encore la suppression des visas entre les deux pays. Roberto Bokbe. La visite de 48 heures du président érythréen Isaias Afewerki chez son homologue kenyan William Ruto a été marquée par d'importantes annonces. Suppression des visas entre les deux pays, ouverture prochaine par le Kenya d'une représentation diplomatique à Asmara, coopération économique renforcée dans de nombreux domaines, de l'exploitation minière au transport aérien. Depuis son élection, William Ruto travaille à normaliser la place de l'Érythrée dans le jeu diplomatique régional. It is a major milestone in the region. C'est une avancée majeure dans la région de laquelle va jaillir la solution dans ce challenge pour la paix. L'agrément original entre l'Érythrée et l'Éthiopie était révolutionnaire. C'est quelque chose que je comprenais depuis de nombreuses années. Le fait que cela a été conclu pacifiquement, de manière progressive, et le fait que nous fassions également d'énormes progrès pour garantir que le Tigré est sauvé et sécurisé conformément à l'accord qui a été signé, témoignant également que la région est prise pleinement en charge, ce qui affecte notre région. Au cours de la conférence de presse, le président kenyan William Ruto a salué la sagesse d'Isaias Afewerki pour avoir renoué avec l'Éthiopie en 2018, sans pour autant évoquer le rôle de l'Érythrée dans la guerre du Tigré. William Ruto a également remercié Asmara pour avoir formé des soldats somaliens, désormais engagés selon lui dans la lutte contre les Shebabs pour pacification de la Somalie, quand bien même les circonstances de cette formation restent troubles, alors que par le passé, l'Érythrée a été accusée d'armer ses islamistes. N'utilisez pas la question de la présence au nom de l'Érythrée comme un prétexte. Cela n'a rien à voir avec la mise en œuvre de l'accord et ne cherchez pas des prétextes ou des excuses qui n'existent pas. Parler d'un retrait ou d'un non-retrait est un non-sens. L'accord de paix est signé et il faudra du temps pour qu'il soit mis en œuvre sur le terrain et c'est au gouvernement éthiopien qu'il revient de décider des mécanismes de cette mise en œuvre. Au cours de cet exercice face aux journalistes, le président érythréen a nié le rôle de son pays dans le conflit éthiopien, bottant en touche sur la question du retrait des troupes érythréennes du Tigré, retrait qui reste partiel et constitue pourtant une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. Les habitants du Tigré et les groupes de défense des droits ont accusé les forces érythréennes d'abus pendant la guerre, notamment le meurtre des centaines de civils et le viol collectif de femmes. Tout le monde parle de violation des droits de l'homme, ici et là, viol, pillage. C'est un fantasme, a déclaré le président érythréen. C'était en 2010, l'Union africaine adoptait lors de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue en Ouganda la décision de créer un espace africain de justice constitutionnelle. Quel bilan après 13 ans d'exercice? État des lieux avec Gradiela Tchakounte et Zahra Mohamed Moutiou. Enraciner la justice constitutionnelle.
Tel était l'objectif de la 15e session de la Cour des juridictions constitutionnelles africaines qui s'est tenue ce jeudi 9 février 2023 à Kinshasa. Une session qui a rassemblé les membres du bureau exécutif de la CJCA, représentés par les présidents des cours suprêmes. À l'ordre du jour, l'adoption d'une série de mesures en faveur de l'instauration de l'état de droit, du renforcement de la démocratie constitutionnelle et de la protection des droits des citoyens, mais aussi le renforcement de l'inclusion. Il convient de souligner à ce titre que la logique inclusive du constitutionnalisme africain requiert une présence plus affirmée de toutes les écoles et traditions judiciaires africaines, y compris celles du common law, auxquelles appartiennent plusieurs juridictions constitutionnelles qui n'ont pas encore adhéré à notre organisation. Autre enjeu, la consolidation de la solidarité et de l'entraide entre les pays membres. À ce propos, la CJCA, qui compte à ce jour une quarantaine de pays membres, ambitionne de favoriser le partage d'expériences, avec un accent particulier sur la jurisprudence constitutionnelle, une ambition qui tombe à pic pour la République démocratique du Congo. C'est un motif de satisfaction et aussi un grand encouragement. Il ne faut pas oublier que la Cour constitutionnelle de la RDC est encore jeune, mais nous nous sommes dit, en fait, jeune peut-être par la création, mais l'activité judiciaire qui se fait a fait en sorte que nos pairs au niveau de l'Afrique ont reconnu qu'il y avait une intense activité judiciaire et constitutionnelle dans notre pays. Et nous avons été élus dernièrement à la vice-présidence. La vice-présidence de la CJCA, un statut honorifique et stratégique pour la République démocratique du Congo dans un contexte préélectoral. Le pays tient ici l'occasion d'asseoir sa marche vers la démocratie. Dans l'actualité également, l'extension du projet de la Grande Muraille Verte à l'Afrique australe, une décision prise par l'Union africaine en raison des divers obstacles qui ont impacté sa mise en œuvre. Elvis Paul Tangiem, coordonnateur du programme, a indiqué que, je cite, le changement climatique, les migrations, le manque de financement et les conflits ont entravé les efforts de plantation d'arbres dans les zones initialement prévues. D'où la décision d'étendre ce projet à l'Afrique australe, moins exposée selon lui à ces fléaux. Rappelons que l'initiative de la Grande Muraille Verte a été lancée en 2017. Objectif, restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres dégradées sur le continent. Ce 11 février était un jour de fête pour le Cameroun. Le pays célébrait la 57e édition de la fête de la jeunesse, une célébration placée cette année sous le thème jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Pour l'occasion, le président Paul Biya s'est adressé à la nation ce vendredi. Durant son discours, le chef de l'État a dressé un bilan du plan triennal spécial jeune. Joël Ballot. Le principal handicap à l'entrepreneuriat jeune au Cameroun est lié au financement. Soucieux de promouvoir la culture entrepreneuriale, le président Paul Biya a créé en 2016 le plan triennal spécial jeune qui vise à favoriser l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi. Dans son adresse à la jeunesse le 10 février 2023, le président Biya a indiqué qu'à ce jour, ce mécanisme a déjà permis de financer plus de 11 000 projets en faveur des jeunes et générer près de 35 000 emplois directs, pour un coût global d'environ 20 milliards de francs CFA. Pour donner une impulsion à ce dispositif, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la mise sur pied du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, en y intégrant un guichet spécial dédié au financement des projets des jeunes de la diaspora camerounaise. Selon l'Institut national de la statistique du Cameroun, au moins 3/4 des jeunes se connectent chaque jour à Internet. Les plateformes numériques étant devenues l'apanage de tous, le chef de l'État invite les jeunes à l'auto-emploi à travers la construction d'une nouvelle figure entrepreneuriale à l'ère de l'économie numérique. Je vous demande, une fois de plus, de vous tourner également vers l'auto-emploi, en saisissant les opportunités qui s'offrent à vous dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique.
C'est assurément l'une des voies les plus indiquées pour résorber le chômage des jeunes. Le taux de chômage au Cameroun est passé de 3,84% en 2020 à 6,1% en 2021. Pour juguler la situation, le président Biya entend multiplier les efforts en faveur de la relance et de la diversification de l'économie du pays, d'où le thème de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse, Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de la discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.